Imaginez que vous avez vu La Guerre des Étoiles en 1977 quand c'est sorti, puis qu'en 1981, après que le film ait changé votre vie, vous êtes enfin au cinéma en train de regarder l'Empire contre-attaque, puis là ça commence, puis là vous dites la suite est arrivée, ça fait des années que je l'attends, vous êtes super content, tous vos amis sont là, puis au fur et à mesure que le film commence... Au début, vous trouvez ça excellent, mais plus que ça avance, plus vous êtes déprimé, puis à la fin, Luke Skywalker est mort, Dark Vador est mort, Han Solo est mort, R2-D2 et C3PO, tout le monde, c'est le truc le plus déprimant que vous avez vu de votre vie. Mais c'est une œuvre d'art en même temps. Vous sentiriez peut-être un petit peu comme les gens qui sont allés voir notre film d'aujourd'hui à Pourquoi c'est bon. Ce film-là, c'est Arrivederci Yamato, Farewell to Space Battleship Yamato. C'est le 2, la suite du premier film de Yamato, de Leiji Matsumoto. Le film qui a battu La Guerre des Étoiles l'année qui est sortie au box-office, ça a été un phénomène culturel au Japon aussi important que La Guerre des Étoiles. La suite, je l'ai écouté, je m'attendais pas à ça pantoute. Mais je vais revenir dans un instant. Je vous ai un peu vendu la mèche, là, je vous le dis tout de suite, ça prend pas la direction qu'on pense que ça va prendre. Mais c'est excellent. J'irai dans un instant. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est l'histoire? Rapidement, on est quelques années après le premier, et tous nos héros sont... ils travaillent encore pour l'armée, grosso modo. Ils sont plus ou moins rangés. Entre autres, le jeune premier du premier film et la fille, ils sont fiancés. Ils magasinent l'équivalent animé de chez Ikea. Bon. Ils se préparent à se marier d'un jour à l'autre. Mais soudain, un beau jour, ils interceptent une transmission d'une sorte de princesse galactique qui les avertit que l'empire de la comète se dirige vers la Terre. Alors, dans le premier film, on avait un empire galactique maléfique, des nazis de l'espace, dirigé par, je crois, Dessler, j'ai oublié de noter son nom. Je suis loin d'être un spécialiste d'animé, voici le moment où je le dis, mais j'aime ça les regarder parce que justement, je découvre beaucoup de bonnes choses. Au début, dans le premier film, ils ont battu un nazi de l'espace. Bien ici, c'est rien. L'Empire galactique qui s'en vient, il est pratiquement imbattable en vérité, puis il fonce direct vers la Terre, puis il prévoit utiliser la Terre comme tremplin pour reconquérir la galaxie. L'empereur de la comète, justement, il y a le fameux Dessler ou Dressler, là, je m'excuse encore une fois pour les vrais amateurs de la série, là, de massacrer son nom, mais en tout cas, notre méchant du premier, il a rejoint les troupes du mal. Nos héros apprennent que cet empire galactique fonce droit vers la Terre. Ils vont voir les autorités civiles qui sont en charge du programme militaire. Ils leur disent, écoutez, les méchants s'en viennent, ils vont nous détruire. Est-ce qu'on peut ressortir le Yamato des Boulamites pour aller affronter le mal? Et les autorités civil leur oppose un refus catégorique. Il n'en est pas question. Le Yamato, ils vont l'envoyer au mieux au Boulamite, sinon à la cour à Scap, où ils vont le transformer en musée. Ils veulent rien savoir, moitié par lâcheté ou par corruption, par bêtise. Ils veulent juste pas. Par obstination, ils refusent. Ça fait que tous nos héros du premier, le docteur sympathique, le robot, les deux petits jeunes, tout le monde qui a survécu, ils désobéissent aux ordres, ils foncent sur le Yamato, ils sont rejoints en plus par une escadrille complète des cavaliers de l'espace, je pense qu'ils s'appellent, qui sont des troupes d'hyper-élite, qui eux aussi trouvent ça scandaleux qu'on refuse d'aller combattre le mal. Et bref, tout le monde embarque sur le vaisseau, s'ensuit toute une série d'aventures de space opéra, de péril en péril et de découverte en découverte. Est-ce qu'ils vont réussir à affronter à battre cet empire de la comète? Ben, bonne question. Puis s'ils arrivent à le battre, ben, à quel prix? Quel sera le terrible prix? Ben, comme je l'ai mentionné, il est pas mal plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Je vais vous en vendre des punchs. Pas tant que ça, mais je vous ai déjà dit le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est que dans 3, 2, 1, tout le monde meurt. Puis je le mentionne parce que j'ai hésité, mais il n'y a pas vraiment de manière de parler du film sans parler de cet aspect-là. Puis, je veux dire, c'est de rentrer dans la légende un petit peu de ce que j'en comprends du Yamato, que c'est ça, dans le 2, tout le monde meurt. Puis la réaction du public, apparemment, a été tellement énorme, horrifiée, scandalisée et révoltée
le public japonais des années 70, quand ils ont vu ça, qu'ils ont exigé que leur héros ressuscite. Et effectivement, il y a d'autres films dans la série dans lesquels tout le monde est encore en vie, ou à peu près. Puis, quand ils ont fait la version série télé, ils ont changé la fin, là, essentiellement. Donc, pourquoi c'est... Bon, on va commencer par ça. Pareil comme pour le premier film, on est devant une œuvre d'art. Puis pour un space opéra militariste en dessin animé, c'est quand même pas pire. Ici, le film n'est pas réalisé que par Leiji Matsumoto. Il est secondé, d'après l'IMDb, par Toshio Masuda, que je ne connais pas. Bon, puis je sais pas à quel point c'est une vision partagée ou à quel point c'est plus Leiji Matsumoto, mais on reconnaît fortement la même sensibilité que dans les Albator, dans le premier Yamato, puis dans ce que je peux voir à date de l'œuvre de M. Matsumoto. Donc je pense quand même que c'est quand même lui le cœur du projet. Ce qui est évident, c'est que c'est un homme d'une profonde sensibilité. Puis la première raison pour laquelle c'est bon, c'est pour ça. Tout le film est empreint d'une très profonde mélancolie basée, une mélancolie qui est animée en grosse partie par l'idée du sacrifice, puis du sacrifice de soi, puis aussi du temps qui passe, j'imagine. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de l'affaire de tout le monde qui meurt, parce que finalement, c'est ça le message profond du film, en quelque part. C'est que tout le monde commence en espérant que les choses aillent bien, mais ils perdent leurs compagnons un par un, puis ils se rendent compte que leur seule chance de gagner, c'est de se sacrifier, et puis ils le font. Puis je vais y revenir dans un instant là-dessus, parce que c'est un peu ce qui a animé ma réflexion par rapport au film, parce que j'ai reconnu quelque chose là-dedans qui me semble très japonais, en fait. Puis un aspect de la culture japonaise qui est facile à ignorer, en fait, là, que moi je connaissais pas aller jusqu'à très récemment, puis qui est en lien de manière assez intéressante avec le rapport avec le militarisme. Fait que y a beaucoup de pistes intéressantes là-dessus. Mais, donc, première raison pour laquelle c'est bon, parce que c'est une œuvre d'art, puis ça se sent autant au niveau des émotions que juste au niveau visuel, au niveau de la réalisation. C'est super beau comme film. Il y a des séquences, ça fait encore une fois un petit peu animation télé, mais la règle générale de l'animation est plutôt bonne. Puis il y a certains passages qui sont... j'ai eu l'impression en le regardant que ils ont fait un effort particulier pour que ça soit significativement plus beau que le reste du film. C'est un peu comme quand on ouvre un comic, puis en fait, c'est un peu comme si on lisait un comic, puis on arrive au milieu, puis il y a une peinture d'Alex Ross, là, parmi des dessins de Jack Kirby. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Le ton, le style de dessin change, puis ça devient beaucoup plus artistique, la réalisation devient beaucoup plus soignée, puis il y a certains de mémoire, ça fait une couple de semaines que je l'ai regardé, mais il y a certains moments où est-ce que, visuellement, ils ont mis le paquet, là. C'est une œuvre d'art, émotivement, visuellement. Comme je l'ai mentionné, deuxième raison pour laquelle c'est bon, c'est bon tout simplement parce que c'est un bon film de science-fiction, un bon space opéra rempli d'idées super intéressantes, pareil comme le premier, pareil comme tout ce que j'ai vu de Matsumoto à date. C'est quand le Yamato décolle au début, il est sous l'eau, fait que le processus de faire décoller le bateau, c'est comme un processus de mettre un bateau à la mer essentiellement. Puis toute cette séquence-là est vraiment très le fun. Les cavaliers, là, les soldats d'élite, il y a une séquence où est-ce qu'ils sont plus ou moins en chute libre. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Puis c'est plein de passes comme ça, de passes qui sont soit bien trouvées, soit juste bien réalisées. Puis si on est un amateur de science-fiction, ce qui est mon cas, puis il y a des pluies d'astéroïdes, il y a des empires galactiques, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des combats de vaisseaux spatiaux. C'est rempli à ras-bord d'affaires comme ça, puis c'est bien fait. Si on aime les westerns, puis qu'on a plein d'éléments de western... on aime ça, mais on a ça là-dedans. Troisième raison pour laquelle c'est bon, je vais rapidement sur les deux premiers parce que c'est les mêmes raisons pour lesquelles, à date, tout ce que j'ai vu de Matsumoto, c'est-à-dire 2 films et une série, c'est généralement un peu toujours comme ça, dans le sens c'est tout le temps excellent pour les mêmes raisons qui sont celles que je viens de nommer. Mais la troisième raison, qui est peut-être un peu plus spécifique à celui-là, c'est un film qui marque vraiment que nous sommes en face de vrais personnages, de vrais êtres humains, entre guillemets, pour qui le temps a passé. Le temps a passé, puis on voit l'effet du passage du temps chez ces gens-là.
Puis ça, à quoi ça m'a vraiment fait penser, c'est aux 2 ou 3 premiers films de Star Trek, particulièrement le premier. C'est de bon ton là, de dire que le premier film, Le Patrouille du Cosmos, celui de 79, là, The Motion Picture, il y a plein de monde qui disent que c'est plate à mort et que c'est pas écoutable. Moi, c'est mon préféré. Okay. Puis je trouve, honnêtement, que c'est pas loin d'un chef-d'œuvre, vraiment pas loin d'un chef-d'œuvre. Puis la raison pour laquelle c'est aussi bon, mais ça, je suis certain que je vais y revenir un jour, parce que j'en ai long à dire là-dessus, mais la raison pour laquelle c'est aussi bon, le premier film de Star Trek, c'est précisément parce qu'on voit des personnages qu'on connaît, des personnages d'une série télé, puis on les voit évoluer d'une manière qui est émotivement profonde et bien observée. Okay? Le film de Star Trek, puis le film de Yamato fait exactement la même chose, en vérité, ou quelque chose de très comparable. Ben, il prend des personnages bien campés, mais un peu superficiels, puis la suite les approfondit énormément. Puis montre les genres de sentiments ambigus, ambivalents, qu'on peut ressentir quand le temps passe, puis qu'on s'interroge sur les choix qu'on a faits. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Donc, en gros, c'est ça. Moi, ce que j'ai aimé là-dedans, en bonne partie, c'est justement que on sent que les années ont passé, puis que ces gens-là ont vécu pas mal d'affaires dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas combien de temps s'est passé dans la série, là, entre le 1 et le 2. J'ai trouvé ça beaucoup plus profond à ce niveau-là que le premier, au niveau émotif. Puis ça m'a fait penser sur Star Trek 1. Star Trek 2, c'est le même principe aussi, là, le passage du temps, voilà, le rapport à la mortalité, bon, tout ça. Ça fait que, mais ben justement, clairement, la description que j'en fais, c'est hyper bon, hyper efficace émotivement, mais c'est pas un film conçu pour faire plaisir au grand public. Là, je ne sais pas à quel point, dans le cas de Star Trek 1, ça avait nuit au film. En partie, ça c'est certain. Mais ici, dans le cas de Yamato, oui, il est 100% certain que c'était un choix artistique intègre et audacieux de la part de M. Matsumoto, mais ça n'a pas passé en vérité auprès du public. Il n'était pas prêt à voir autant de... C'est ça, quand tu vas voir un space opéra avec tes héros préférés, comme genre La Guerre des Étoiles, tu veux pas ce genre d'émotions. Tu veux des émotions de space opéra. Fait que voilà, je lève mon chapeau à M. Matsumoto d'avoir osé faire ça. Je comprends très bien pourquoi les gens n'ont pas aimé ça à l'époque, parce que même moi, j'ai trouvé ça finalement un petit peu trop... c'est déprimant, là, faut pas se le cacher. Mais c'est un choix artistique intègre, puis encore une fois, dans le cadre du film d'animation de space opéra militariste, ben, des choix artistiques intègres, il faut vraiment... saluer ça bien bas. C'est mon cas. Bravo, M. Matsumoto. Alors, la réflexion. Je vais pas présenter de conclusion sur quoi que ce soit que je m'apprête à dire aujourd'hui par rapport au film. Mais ce que je veux soulever, ce vers quoi je veux pointer mon projecteur, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond qui s'exprime là-dedans, qui est aussi beau que ce qu'on appellerait aujourd'hui problématique, qui est aussi noble qu'indéfendable. Puis j'ai l'impression qu'il y a il y a quelque chose dont on doit tous prendre acte par rapport à ça, honnêtement. Commençons par le Japon. Je vais faire Japon, puis je vais faire Matsumoto après. Il y a quelques années, 2-3 ans, j'ai commencé à m'intéresser très sérieusement au sumo, le fameux sport de lutteur japonais. Pour différentes raisons, j'ai un de mes amis qui est marié à une japonaise, un très très vieille amie, puis bref, de fil en aiguille, j'ai commencé à écouter ça, puisque ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'adore ça, en fait. C'est vraiment, vraiment palpitant, c'est super intéressant, à plein de niveaux. Puis au début, on comprend rien. Bon, c'est ça, c'est des gros jambons qui se rentrent dedans, c'est l'image populaire qu'on en a, mais quand on regarde ça, on commence à percevoir que c'est très excitant, mais il y a aussi des subtilités là, qu'on comprend pas, mais on sait qu'il y en a d'une certaine manière. Le sumo, c'est un rituel taoïste, ou shintoïste, pas taoïste, shintoïste. Donc ça fait partie de la religion d'État traditionnelle japonaise, et c'est empreint de mythologie. Puis, il y a un mot japonais que les lutteurs de sumo utilisent très souvent, puis ce mot, c'est gambarimasu. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Ça veut dire
de la manière que moi je l'ai compris, en tout cas, parce que je le comprends pas entièrement, mais la manière que moi je l'ai compris, Gambarimas, ça veut dire je vais travailler encore plus de toutes mes forces avec l'idée implicite, pour avoir de meilleurs résultats, okay? Mais avec l'idée implicite que mon sacrifice rehausse tout le monde, essentiellement. Je contribue à l'essor. C'est ça, quel essor? Je contribue à... J'améliore le sort de tout le monde, mais c'est ça, difficile à traduire. Parce que c'est comme l'idée de je remonte le Japon au complet en faisant ça. T'sais. Mais ce qu'on se rend compte en regardant ça, le Gambarimas, en regardant le sumo, puis quand on entend les lutteurs japonais qui sont en entrevue généralement très très humbles, en fait, il y en a en masse que c'est des brutes épaisses, faut pas se le cacher, là, parce qu'il y a dans des tonnes de scandales, je le dis là pour dire qu'il faut pas cacher là, qu'il y a des nombreuses parts d'ombre puis de corruption dans le sumo puis tout ce qu'on veut, mais néanmoins, c'est profondément admirable à beaucoup de points de vue. Une chose qui est étonnante, au moins dans le discours public, ça se sent aussi que c'est généralement plutôt sincère, ils sont très 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 humbles, et donc c'est ça l'idée qu'ils s'entraînent à un niveau surhumain, c'est épouvantable l'entraînement sumo, à quel point c'est difficile, dans des conditions extrêmement difficiles. Puis ils font ça pour aider tout le monde. Puis quelle est la nature de cette aide-là? Ben c'est ça, il y a quelque chose dans la culture japonaise, au fur et à mesure que je m'y immisce dans les films, là, puis genre comme le sumo, mais il y a quelque chose qui est très vulnérable, en fait, dans le sens où ils sont ultra raffinés, mais ça leur prend beaucoup d'efforts pour avoir ce raffinement-là. Grosso modo, c'est ça. Fait que c'est pas facile pour eux autres d'avoir ce raffinement-là. Puis, il y a vraiment beaucoup de profondeur là-dedans. Okay? Fait que le rapprochement avec le film, c'est que, déjà, il y a toute une talle de profondeur dans cette notion de sacrifice de soi que je perçois, mais que je comprends pas. Puis tout le film parle de sacrifice de soi. Puis tout le film parle de sacrifice de soi, par surcroît, dans un contexte militariste. Okay. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont essentiellement décrété que les Japonais avaient plus le droit d'avoir d'armée, non sans raison, soyons sincères. Là-dessus, je peux pas... Même moi, je peux pas leur reprocher vraiment ça là-dessus. Dans les années 60, 70, certainement, on voit très souvent, dans les films de kaiju, hein, par exemple, que l'armée, il y a vraiment une tentative claire de réhabiliter l'armée, puis de les présenter sous un visage entièrement positif. Là. Okay? Noble, vertueux, sympathique, brave, don de soi et entièrement motivé par un amour de la paix, là, grosso modo. 100% pacifique. Bon, puis ce que je viens d'écrire là, c'est ça, l'armée japonaise, elle n'a pas toujours été 100% pacifique dans son histoire, n'est-ce pas? Puis le film ici présente, moi je pense, fait partie de ce courant-là de science-fiction militariste japonaise qui met de l'avant que le militarisme finalement est une bonne chose. Puis on remarque dans le film que les officiers civils ont tort sur toute la ligne et que tous les militaires ont raison sur toute la ligne, grosso modo. Puis que c'est indiscutablement une bonne chose dans le film que les militaires désobéissent aux civils pour partir en guerre. Ben, passez-y deux secondes, là. Est-ce qu'on est bien certain que dans la vraie vie, c'est si une bonne chose que ça, que les militaires désobéissent aux civils pour partir en guerre? La question se pose, voyez-vous. Mais là-dedans, la question se pose pas, c'est 100% bénéfique, puis je vois là, dans la culture japonaise, un attachement au militarisme qui est, à mon avis, certainement en partie, vu de l'extérieur, condamnable parce que l'armée impériale japonaise s'est comportée de manière monstrueuse, puis envahir du monde, je ne trouve pas que c'est une bonne chose. Mettre des têtes sur des pics, puis tout ça, décapiter des gens, je ne trouve pas que c'est positif. Mais il est clair que dans le cœur, il semble clair que dans le cœur japonais, puis certainement dans le cœur de M. Matsumoto, il n'y a pas rien que ça qui se passe. Puis je me demande à quel point
l'attachement japonais pour le militarisme qui semble se manifester dans beaucoup de films de science-fiction des années 60-70 vient pas de ce profond attachement à la notion de sacrifice et de don de soi, le fameux gambarimas. Puis à cette forme de solidarité collective que les Japonais ont. Puis je me demande par exemple si c'est pas justement ce qui fait souvent dire on entend souvent les gens dire ah les Japonais sont racistes. Donc moi je l'ai souvent entendu, c'est un genre de lieu commun qu'on entend assez régulièrement. Puis c'est facile de dire que telle gang sont tous racistes, là, mais puis bon, que les Japonais ont tendance à se considérer, on va dire, supérieurs aux étrangers. Il est possible de soutenir cette interprétation-là de la culture japonaise en se basant sur leurs films et leurs livres. Okay. Ça se défend, ça. Okay. C'est un point de vue qui peut être justifié par les sources. Mais en même temps, dans ce chauvinisme, ce soi-disant racisme japonais, sur lequel il y a quand même beaucoup de points d'interrogation à ajouter, moi je pense. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être cette idée d'une collectivité qui se tient ensemble puis qui s'entraide en quelque part, puis qui trouve qu'il y a quelque chose de précieux dans ce qu'ils ont bâti collectivement? Ben, oui, voilà. Puis est-ce que c'est pas plus nuancé ça que de dire ouais c'est juste raciste de la part des Japonais ou d'autres peuples, n'est-ce pas? Puis dans le cas, ben c'est ça, ça c'est pour les Japonais dans leur collectivité, puis dans le cas de Matsumoto, moi je vois la même chose. Mais clairement, c'est sa vision à lui, puis c'est ça, il est clair, qui est hyper sérieux par rapport à ça, qui croit profondément à ça, puis que ça vient vraiment le chercher de manière hyper profonde. Puis je le sais parce que moi, je le ressens quand je regarde ses films. Et cette émotion-là, il a produit dans ses films. Ben, on produit pas ça avec une œuvre de propagande. On produit pas ça quand on le ressent pas soi-même déjà. Fait quoi, Matsumoto, ou peut-être certains pans de la culture japonaise, encore une fois, qui se voient même dans les films de Godzilla des années 70, 60-70, bon. Ben ouais, ils ont un attachement au militarisme qui est extrêmement sensible, qui a, à mon avis, probablement rapport avec le shogunat, je l'ai déjà mentionné, parce que leur grand moment historique, peu importe, il y a sûrement des raisons, de nombreuses raisons historiques pour lesquelles c'est un thème aussi profond dans le cas des Japonais. Puis je vois cette profondeur-là, puis je la trouve sublime. Puis en même temps, moi, le militarisme, je suis complètement contre. Je trouve que c'est une mauvaise chose. Je peux pas faire autrement quand je regarde ces films-là, de me dire, ouais, ils trouvent que l'armée, c'est merveilleux. Mais c'est facile de démontrer que l'armée japonaise, c'est généralement pas montré du tout comme une institution positive là, dans son ensemble. Fait que j'ai de la misère, moi, à comprendre comment est-ce qu'un sentiment aussi profond peut coexister avec des pratiques qu'on serait tenté de qualifier sur le spectre du maléfique, n'est-ce pas? Complètement injustifiable. Puis c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Ce que je trouve important de souligner, c'est que les deux coexistent ici. Je peux pas dire que c'est correct, puis je peux pas dire que c'est défendable, mais je peux pas le condamner non plus. Cet attachement-là au militarisme. Puis, dans la culture où on est, en Occident, donc avec le cinéma hollywoodien, etc., les médias sociaux, donc... dans notre société où le discours anglo-américain est extrêmement dominant, puis je pense qu'il y a un lien, parce que à mon avis, c'est une particularité de cette société-là, la société anglo-américaine, il y a beaucoup de condamnations morales. Il y a beaucoup de prises de position morale avec des condamnations morales, avec l'idée ça c'est bien, ça c'est mal. Moi je suis du bord du bien, puis le mal c'est mal, puis il y a une notion de domination morale. Honnêtement, je crois que ça donne exactement les résultats qu'on voit aujourd'hui. Que la condamnation morale telle qu'elle est pratiquée en général, que ça c'est entièrement indéfendable, comme par exemple le militarisme japonais. Puis c'est ma position, honnêtement, que le militarisme japonais est ultimement indéfendable. Okay. Mais si je fais juste le condamner comme ça, comme une prise de position morale, je pense tout simplement que ça ne marche pas. T'sais. Je pense que
ça donne le monde extrêmement polarisé dans lequel on est, où personne, malgré les prises de position morales dans lesquelles ils abondent, que personne se conduit d'une manière que moi je trouve exemplaire, en tout cas. Puis j'aime l'idée, je trouve peut-être, c'est ça, j'aime mieux l'idée de, je regarde les Japonais, ou je regarde le truc militariste chez Matsumoto, puis je me dis, voilà un grand artiste, quelqu'un de profond, qui a des positions que je trouve complètement indéfendables, puis dont une partie m'échappe complètement, mais où il y a clairement une profondeur que je comprends pas. Je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, je ne serai jamais d'accord avec lui là-dessus. Mais il y a une profondeur qui m'échappe. Puis je respecte cette profondeur-là. Puis je respecte le fait que je ne la comprends pas, que j'en verrai jamais le fond. Puis il y a un silence à ce moment-là qui se fait peut-être intérieur. Puis il me semble que dans l'espace de ce silence-là, il y a peut-être la possibilité d'une... peut-être que c'est dans l'espace de ce silence-là qu'on peut apprendre à vivre ensemble, en étant complètement nous-mêmes, en croyant entièrement ce qu'on croit, puis en laissant les autres être comme ils sont, pour vrai, là. Pas comme on fait aujourd'hui, parce qu'à mon avis, on fait pas mal plus semblant d'autres choses. Sous des discours moraux. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose, là. Juste... Voilà. OK. Ma recommandation, c'est Les Guerriers de l'Apocalypse. G.I. Samurai Time Slip. Je vais être très bref sur le film, sur la recommandation. D'une part, parce que ça fait des années que je l'ai vu. Puis d'autre part, parce que j'ai l'intention de le réécouter dans vraiment pas longtemps. Mais, puis j'ai hésité à le recommander pour ces deux raisons-là, mais c'est parfait comme comparaison. C'est un film 100% militariste, de science-fiction japonais de 1980 ou quelque chose comme ça. C'est dans ces années-là, là, avec Sonny Chiba. Puis qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est un soldat japonais. En fait, je pense que c'est un bataillon complet, là. C'est une troupe japonaise. C'est un paquet de soldats qui se trouvent à voyager dans le temps par un phénomène physique mystérieux, ou peu importe, il y a un prétexte, là. Et puis il se ramasse à l'époque des shoguns, et ben, assez rapidement, notre officier japonais, Sonny Chiba, il décide que ça va être lui le shogun. Fait qu'il décide qu'il va utiliser ses soldats modernes avec les mitraillettes et les chars d'assaut pour partir en guerre contre les samouraïs à cheval avec les épées et tout ça. Puis je pense, je me basais sur la description de l'IMDb, là, il s'allie avec un autre seigneur de guerre qui va être le plus fort, qui va trahir l'autre, etc. Le souvenir que j'en ai, c'est que c'était hallucinant comme c'était bon. Puis c'est un film de guerre, c'est un prétexte pour voir des soldats modernes faire la guerre avec des samouraïs. C'est ultra militariste, genre une apologie du militarisme, mais j'avais adoré ça, j'avais vraiment trouvé ça excellent. L'histoire n'est pas beaucoup plus profonde que ce que je viens de décrire, mais dans mon souvenir, il y a quand même, je vous conterai pas la fin, je m'en rappelle la fin, mais il y a quand même ce climat-là qui est à rapprocher là, de ce que je décrivais tantôt, du film de Matsumoto, puis bon, d'une sorte d'ambivalence émotive, là, finalement, une sorte de chagrin ou de nostalgie, ou c'est ça, c'est une émotion super intéressante là, qui va largement au-delà de juste là, on va tuer tout le monde. C'est beaucoup plus nuancé que ça, finalement, si on veut. Donc voilà, G.I. Samurai, peut-être qu'on s'en parlera dans pas trop longtemps, parce que moi je vous dis, j'ai non seulement l'intention de le réécouter, mais j'ai bien hâte de le réécouter. C'est excellent, si vous avez l'occasion de le voir, en tout cas dans mon souvenir, c'est excellent. Puis, ben c'est ça, pourquoi c'est bon, Arrivederci Yamato, ça aussi c'est excellent, mais pourquoi c'est bon? Parce qu'encore une fois, c'est un space opéra réalisé de main de maître par un grand artiste doué d'une grande sensibilité, puis que c'est super beau, puis que c'est super profond, puis qu'on est chanceux que ça existe.